c'est que la CEDEAO lève les sanctions financières et économiques, c'est-à-dire en fait le braquage des fonds souverains du Mali, qui avait lieu depuis le mois de janvier 2022. Très bien. Et il y a une deuxième condition qui a été énoncée par la CEDEAO, comme le rapporte M. Ousmane Diaye pour TV5, c'est que ces sanctions sont levées, mais il y a une condition qui est posée, c'est que les membres de la transition n'ont pas le droit d'être candidats aux futures élections. Vous avez bien entendu, voilà l'information, voilà le fait, ce qui a été décidé. Très bien. Sans plus tarder, passons à la deuxième partie. Pourquoi déjà, en fait, les sanctions qui avaient été mises en place par l'UEMOA, par la CEDEAO, pourquoi ces sanctions n'avaient pas lieu d'être? Et pourquoi le simple fait de lever ces sanctions est insatisfaisant? D'abord, ces sanctions n'avaient pas lieu d'être parce que ni les textes de l'UEMOA, ni les textes de la CEDEAO n'autorisent un État membre de l'une ou l'autre de ces organisations à mettre en place, ou même n'autorisent les États membres de l'une ou l'autre de ces organisations à mettre en place le type de sanctions qui ont été mises en place. On n'a pas le droit, au niveau de la banque centrale donc de la région, au niveau de l'organisation économique centrale de la région qu'est l'UEMOA, ou au niveau de l'organisation politico-économique qu'est la CEDEAO, on n'a pas le droit de confisquer les avoirs souverains d'un pays. Aucun règlement de l'UEMOA, aucun règlement de la CEDEAO ne permettait à des États membres de ces deux organisations de s'emparer et de confisquer les avoirs du Mali. Il faut que, en ce mois de juillet 2022, vous sachiez que la décision qu'ils ont prise au mois de janvier 2022 contre le Mali est une violation flagrante des textes de l'UEMOA. C'est une violation flagrante des textes de la CEDEAO. Si vous avez besoin d'une preuve de ce que je suis en train de vous dire, c'est pas compliqué. La preuve se trouve même entre les mains des dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est que lorsque le Mali a porté plainte devant la Cour de justice de l'UEMOA, qui est compétente pour ces questions, eh bien, l'ensemble des pays qui ont organisé ces sanctions illégales, illégitimes et injustes contre le Mali a été débouté. Le Mali a battu d'abord sur le plan judiciaire, eh bien, ses adversaires à l'intérieur de la CEDEAO avant de les battre aujourd'hui sur le plan politique. Les magistrats de la Cour de justice de l'UEMOA ont jugé que les États de l'UEMOA et par extension les États de la CEDEAO n'avaient pas le droit de mettre la main sur les avoirs souverains de la République du Mali. N'avaient pas le droit de mettre en place un embargo sur les transactions commerciales du Mali. N'avaient pas le droit de priver le Mali des fonds avec lesquels le système de santé, le système éducatif, le système de fonctionnement culturel, le système de sécurité sociale, le système de fonctionnement institutionnel, eh bien, est financé. Donc, en fait, la justice même de la CEDEAO, la justice même de l'UEMOA a condamné Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Embalo, Faure Gnassingbé, comment il s'appelle, Mohamed Bazoum, Kaka Déby. Elle a condamné tous les États membres de la CEDEAO qui, de près ou de loin, se sont associés ou ont participé à cette décision. Il faut que vous sachiez, par conséquent, que la décision que la CEDEAO vient de prendre n'est pas une réparation suffisante. Parce que, et ça c'est ma deuxième observation, la CEDEAO lève des sanctions qui au départ étaient illégales, des sanctions qui étaient illégitimes, des sanctions qui n'étaient pas fondées sur les textes. Le Mali, depuis le mois de janvier, a été privé de ses fonds. Dans le droit international financier, dans le droit international bancaire, lorsque vous privez quelqu'un de ses fonds qui restent dans vos comptes et qui vous permettent à vous de produire des intérêts, qui vous permettent à vous de spéculer financièrement dans tous les marchés financiers, nationaux, régionaux, continentaux, mondiaux. Lorsque vous confisquez l'argent souverain d'un pays et que vous faites avec ce pays-là, avec l'argent de ce pays des intérêts, et que la justice juge que ce que vous avez fait n'est pas juste,
ne suffit pas que vous rendiez à ce pays les fonds que vous avez pris au moment T, janvier 2022. Il faut que vous rendiez ces fonds avec les dommages et intérêts. Parce que l'acte qui a été posé contre le Mali était un acte illégal, était un acte illégitime, était un acte inhumain et même criminel. Par conséquent, il ne faut pas prendre la décision de la CEDEAO ce 3 juillet comme étant une décision suffisante, comme étant une décision satisfaisante. C'est une décision elle-même injuste. C'est une décision elle-même insuffisamment légale. C'est une décision elle-même insuffisamment légitime. Car nul ne peut se prévaloir de cette turpitude. C'est un principe, eh bien, du droit. Le droit nous dit aussi qu'on ne peut pas 2 fois sanctionner quelqu'un pour la même faute. Donc en fait, d'une part, le 9 janvier, on prive le Mali de ses avoirs. D'autre part, le 3 juillet, on veut rendre au Mali les avoirs dans l'état où ils étaient le 9 janvier 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022? Eh bien, les autres États de la CEDEAO ont vécu, ont travaillé, ont spéculé, se sont enrichis avec l'argent malien. Donc déjà, l'idée de rembourser au Mali simplement la somme qu'on lui avait bloquée en janvier 2022 est une idée injuste. On doit rendre au Mali non seulement la somme qu'on lui avait bloquée à partir de janvier 2022, mais on doit la lui rendre avec tous les intérêts qui ont été indûment encaissés par les autres États de la CEDEAO, et on doit payer au Mali dommages et réparations. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation. Cette décision que nous analysons maintenant. Mais écoutez, cette décision-là, elle est assortie d'une condition qui est incroyable. De la part de dirigeants eux-mêmes illégitimes, illégaux, dirigeants antidémocrates, dirigeants despotiques. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent et disent au Mali, nous levons les sanctions, mais attention, nous posons une condition. Vous, les dirigeants de la transition, vous n'avez pas le droit d'être candidat aux élections après la transition. Alors, donc, on va prendre les choses au cas par cas. Puisqu'il faut parler du droit. Alassane Dramane Ouattara, qui prétend être président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a le droit d'être président de la Côte d'Ivoire? Parce que pour que les dirigeants de la CEDEAO disent le droit politique, pour que les dirigeants de la CEDEAO disent le droit politique au Mali, il faudrait qu'ils respectent eux-mêmes le droit politique. La question est la suivante. On va prendre au cas par cas. Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara est-il président élu? Est-il président légal et légitime de la Côte d'Ivoire? Non. Tout le monde a vu Alassane Ouattara violer l'article 55 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, s'autoproclamer candidat, exclure tous les candidats de l'opposition, capables de le battre aux élections, même si lui, il avait pu maintenir sa candidature, et affronter un individu insignifiant, un olibrius nuisible, un saprofite politique, KKB, et s'autoproclamer président élu de la République de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui, comme Ouattara, a tué des centaines d'Ivoiriens, a violé la Constitution de la Côte d'Ivoire, et s'est octroyé un 3e mandat anticonstitutionnel, peut-il dire à Assimi Goïta et à ses compagnons ce qu'ils ont à faire à l'issue de la transition? Réponse non. On prend un deuxième cas. On va au Togo avec Faure Gnassingbé. Bon, Faure Gnassingbé, lui, de toutes les façons, était pour la levée des sanctions. Mais est-ce que Faure Gnassingbé même a le droit de parler de l'avenir de la démocratie au Mali? Voici quelqu'un qui, à partir de 2005, est entré à la tête de l'État par un coup d'État. Il a reculé un tout petit peu. Ensuite, il a fait un coup d'État constitutionnel. Et depuis lors, il tripatouille la Constitution, massacre, emprisonne, exile les opposants, truque les élections. Et aujourd'hui, en 2022, il se présente comme président du Togo. Alors que, en 2020, le président élu, le docteur Agbeome Messankodjo, l'a battu. Et est le véritable président élu du Togo et a été contraint à l'exil. Sa famille brutalisée, comme lui-même.
Est-ce que Faure Gnassingbé peut se tenir devant les Africains de l'Ouest, ou même l'Afrique en général, et dire que non, il faut respecter les règles démocratiques au Mali? Est-ce que lui, il est démocrate? Quand vous regardez Faure Gnassingbé, hérité de son papa, grand despote, Gnassingbé Eyadema, est-ce que dans la bouche d'un Gnassingbé Eyadema, le mot démocratie a un sens? Non. On change de pays. Allons-y au Sénégal, avec Macky Sall, le grand vassal. Macky Sall que vous voyez là, n'est-il pas en train de mettre actuellement le feu au Sénégal parce qu'il veut, exclure tous les opposants politiques capables de le battre aux élections, de battre son parti aux élections, des législatives 2022. 2, se prépare à exclure les mêmes opposants politiques de l'élection présidentielle. Parce qu'entre-temps, il lui est venu l'idée de faire modifier la Constitution et de candidater pour un 3e mandat à la manière de Alassane Ouattara. N'est-ce pas pour cela que le Sénégal, depuis plus de 2 ans, est à feu et à sang? C'est exactement pour cela. Est-ce que Macky Sall peut se tenir devant les Maliens? Est-ce qu'il peut se tenir devant l'Afrique de l'Ouest et donner des conseils en matière de démocratie? Qui peut écouter Macky Sall? Est-ce que même au Sénégal, Macky Sall peut encore se tenir devant le peuple sénégalais et dire ce que c'est que la démocratie? Après ce qu'on a vu faire contre l'opposition sénégalaise, après la manière dont on l'a vu avec sa famille s'installer sur les manettes financières de l'État sénégalais et le piller, après les complicités de pillage comme celles qui existent entre lui et Ouattara, à travers Big Togo, pour voler 30 milliards de CFA au Sénégal. Le Big Togo qui est revenu se moquer des Sénégalais et dont je vais parler plus tard ce soir. Est-ce que Macky Sall, après toutes les violations des libertés constitutionnelles dont il est responsable, après les tentatives de braquage de la démocratie sénégalaise qu'il a multipliées ces dernières années, est-ce que Macky Sall peut se tenir devant le Mali et oser parler de démocratie? Il va enseigner la démocratie à qui? La plus belle femme du monde, dit-on, ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut pas demander à un manchot de prendre son courage à 2 mains. Macky Sall et la démocratie, c'est l'eau et l'huile. Mais pourtant, il fait partie de ceux qui osent poser des conditions à la transition malienne. On continue. On s'en va maintenant au Niger et on trouve un individu, Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum, le plus délirant des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Un individu qui ouvre sa bouche et qui lui-même s'écoute parler. Et s'étonne de lui-même. Bazoum, le roi du décousu. Le roi du discours sans queue ni tête. Quelqu'un qui appelle les Occidentaux à utiliser les bombes. Et non, venez avec les bombes. Nous avons besoin des bombes. Il faut bombarder. Il faut nous bombarder. D'un côté, il demande aux Occidentaux de bombarder les terroristes. Non, il faut bombarder. Non, utilisez tous les moyens. Je demande à la France d'utiliser tous les moyens. Et de l'autre côté, il libère les terroristes. C'est l'un des présidents les plus fous que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connu. Mohamed Bazoum. Un individu psychotique, objectivement parlant. D'un côté, il demande les bombes de l'OTAN. De l'autre côté, il libère les terroristes. Il y a un petit problème. Tu veux les bombes ou tu veux la négociation? D'un côté, c'est lui qui dit aux Africains, c'est l'OTAN qui a tué Kadhafi. C'est l'OTAN qui a déstabilisé la Libye. C'est l'OTAN qui a déstabilisé le Sahel. Et puis de l'autre, il dit à l'OTAN, venez vous installer chez moi. Venez au Niger. Venez au Niger. On a besoin de vous au Niger. Non, non, il n'y a pas de problème. Bazoum, comment est-il arrivé au pouvoir? Par un trucage électoral. Mahamadou Issoufou s'est arrangé pour exclure de la compétition électorale Hama Amadou, qui pouvait battre Bazoum. Truqué contre tous les autres candidats qui se sont présentés. Ils ont violé les urnes. Ils ont violé la loi pour imposer Bazoum. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Le Drian, annonçant même le résultat de l'élection présidentielle nigérienne avant qu'elle ne se tienne. Est-ce que Mohamed Bazoum peut se tenir devant un Malien et lui dire ce que c'est que la démocratie? Astaghfirullah. On souffre. Mohamed Bazoum peut se mettre devant un Malien et parler. Il a son ministre des Affaires étrangères, la Massaoudou. Un véritable paltoquet qui s'est permis d'insulter le peuple malien alors qu'il n'est pas capable de tenir un raisonnement logique pendant 1 minute. Massaoudou.
un individu rampant, lapant le vomi du néocolonialisme français et occidental. C'est lui là. Donc, est-ce que Mohamed Bazoum, avec son Massaoudou, et tous les imposteurs qui sont remplis aujourd'hui au pouvoir à Niamey, avec la monarchie que j'appelle la biarchie, c'est-à-dire la monarchie à deux, parce qu'ils se sont entendus. Issoufou a exclu l'opposition des élections, a organisé le trucage de l'élection pour Bazoum, pour que Bazoum, après ses 2 supposés mandats, prépare la présidence pour le fils de Issoufou, qui est déjà dans le gouvernement de Bazoum. C'est ce que j'appelle la monarchie à deux, la diarchie du Niger. Et j'ai toujours dit que Mohamed Bazoum, c'est un juntard, il est la tête d'une junte. Parce que Issoufou et lui ont braqué la démocratie au Niger. Et au Niger, il y a la jurisprudence. Baré Maïna Sara pour les braqueurs de démocratie. Je recommence. Hein. Au Niger, il y a une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence Ibrahim Baré Maïna Sara. Elle est réservée aux braqueurs de démocratie. D'où je vous ai toujours dit, et je le répète, Mohamed Bazoum est un juntard qui va finir par faire boum. Il va faire boum. Parce que les Nigériens n'aiment pas les foutaises. N'aiment pas les foutaises, les Nigériens. Et ils ne supportent pas longtemps les foutaises. Alors, prenons le Niger. Le Niger va donner quel cours de démocratie? Alors, quel est le pays qui va enseigner la démocratie aux Maliens? Le Bénin. Mais tout le monde a vu les dérives ces dernières années du président Talon envers l'opposition au Bénin. Combien d'opposants sont au Bénin pour des motifs qu'on trouvait? Uniquement parce qu'ils risquaient de déséquilibrer Talon dans la compétition électorale. On a beau saluer le management, comment on va dire, de l'homme d'affaires qui s'efforce d'apporter, d'injecter dans l'État béninois une certaine dose de performance et de compétitivité, mais on ne peut pas ignorer que Talon ne peut pas donner de leçons de démocratie à l'Afrique de l'Ouest. On l'a vu mettre la main sur des opposants pour des raisons superficielles. Les mettre en prison pour toutes sortes de raisons, utiliser la justice. Talon est coupable de l'enfer. Nous avons des amis communs, mais je lui dis la vérité. Nous n'aimons pas ce qu'il fait. Après avoir dénoncé ça, sous le président Yahi Boni, Talon il est la terreur des opposants. Dès que tu ne l'arranges pas, il trouve un dossier, il te met en prison. Voici des gens qui sont prêts à venir donner des leçons de démocratie au Mali. Vous pouvez enseigner la démocratie au Mali. Est-ce qu'ils se sont bien regardés? Parce que quand tu t'en vas chez quelqu'un là pour lui apprendre ce qu'il doit faire, essaie de vérifier que toi-même tu ressembles à ce que tu demandes. Je recommence. Quand tu vas chez quelqu'un pour lui apprendre ce qu'il doit faire, essaie de vérifier si toi-même tu ressembles à ce que tu exiges. Tu ne peux quand même pas demander aux gens de pratiquer ce que tu ne pratiques pas. Bon. Et puis ce que je trouve incongru, c'est que des gens qui n'ont même pas payé les réparations pour leurs décisions illégales, inhumaines et illégitimes contre le Mali, des gens qui n'ont même pas payé les intérêts, ils n'ont même pas remboursé les intérêts de l'argent du Mali qu'ils avaient volé, parce que ce sont des voleurs. Les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est des voleurs. Ils n'ont même pas encore rendu tout ce qu'ils ont volé. Et ils veulent donner des leçons. Ça me rappelle un monsieur, quand il avait encore un peu de lucidité, un des suiveurs d'Alassane Draman Ouattara qui a un peu disparu ces derniers temps, comme on ne l'a pas nommé au gouvernement. Je crois qu'il doit être en train de faire un caca nerveux quelque part à Abidjan là-bas. Le docteur qu'on trouvait, Doumbia Major, il a eu un moment de lucidité dans le passé. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu, Doumbia Major. À l'époque, il était opposant à Ouattara et très affamé ici à Paris. Il a dit, Alassane Draman Ouattara, c'est un voleur qui te vole ta montre, il t'arrache ta montre. Ensuite, il te donne l'heure et il te demande de lui dire merci. Oui, ça c'est l'image que Doumbia Major a trouvée pour décrire Alassane Ouattara. Mais vous pouvez décrire Alassane Ouattara comme ça. Vous pouvez décrire Faure Gnassingbé comme ça. Vous pouvez décrire Macky Sall comme ça. Vous pouvez décrire, comment il s'appelle, Bazoum de cette façon. Vous pouvez décrire les caca-débits de la même façon. Vous pouvez décrire, en matière de non-respect des libertés démocratiques fondamentales, mais Talon de cette façon. Voilà des gens qui n'ont même pas fini de respecter la démocratie chez eux et qui sont pressés de l'enseigner aux Maliens. Who are you? Qui êtes-vous? Comme le dit mon jeune frère Souley Traoré, le bombardier 777, you be you. CEDEAO. CEDEAO, you be you.
Vous allez enseigner la démocratie à qui? On sait que vous êtes une association démocratique, démon. Vous êtes une association de démons au pouvoir. Démocratique. Vous êtes des démocrates. Le pouvoir des démons. L'Afrique de l'Ouest doit être exorcisée de la CEDEAO. Vous allez enseigner la démocratie à qui? Qui vous écoute même? Dès que vous prononcez le nom, dès qu'on entend Alassane Ouattara, non, nous veillons à la démocratie. Dès que les gens entendent ça, même en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, ils ferment leur télé. On dit, il a commencé encore. Sa maladie a repris. Bazoum, non, vous savez, c'est très important. C'est très important, la démocratie. On dit, Bazoum, ce n'est pas toi le junteur de Niamey qui va finir par faire boum. Toi, tu parles de démocratie. Allah Koubarou. Bazoum parle de démocratie. Qui veut parler de démocratie? Faure Gnassingbé. Mais quand Faure Gnassingbé parle de démocratie, les Africains tombent à la renverse de leur chaise. Faure Gnassingbé peut pas. Le mot démocratie, mais dans la bouche de Faure Gnassingbé, c'est un accident. C'est un accident verbal, lexical. Le mot démocratie ne devrait pas être articulé dans son système labial, buccal et palacial. Démocratie, lui. Quelqu'un qui a jeté son propre frère en prison pour le pouvoir. Non, mais le Mali, vraiment, le Mali a souffert. Donc, voici le conglomérat d'individus qui plus est, qui exécutent les 4 volontés de leur patron parisien, qui se permet de poser cette condition. Bon, là-dessus, il faut réagir. Soyons sérieux. Ils disent qu'ils lèvent les sanctions à condition que les membres de la transition ne soient pas candidats. Mais apparemment, ils n'ont pas lu la loi. Hein. La loi électorale a été promulguée par le président Assimi Goïta. Moi, j'ai lu la loi. Mais la loi malienne est claire. Hein. En effet, la loi malienne dit que quelqu'un qui est membre de la transition ne peut pas être candidat. Écrivez ça. Attendez, hein. Quand vous écrivez ça, vous attendez la suite. La loi malienne actuellement, là, moi je l'ai lue. Elle dit que quelqu'un qui est membre de la transition, quand il est membre de la transition, ne peut pas être candidat. Écrivez ça. Voilà pourquoi la loi dit, il doit avoir démissionné de 6 à 4 mois, si je ne m'abuse, avant les élections. Si quelqu'un est membre de la transition et qu'il veut être candidat aux élections de 2024, il faut qu'il démissionne entre 6 et 4 mois avant les élections. Donc, si Assimi Goïta est candidat à l'élection présidentielle de 2024, il va démissionner dans le délai prévu dans la loi. Du coup, il ne sera plus de la transition, puisqu'il aura démissionné. Donc, il peut être candidat. Donc, la CEDEAO est spécialiste dans l'art d'enculer des mouches. Hein. C'est des spécialistes dans l'art de tuer des mouches à coups de marteau ou de hache. La CEDEAO enfonce une porte ouverte. Assimi Goïta déjà, et le peuple malien ont déjà répondu à cette question. Oui, si Assimi Goïta est candidat, il ne sera pas membre de la transition quand il sera candidat. Quand tu n'es pas membre de la transition, tu as le droit d'être candidat. C'est ce que vous dites, non? Mais la loi électorale du Mali dit déjà que celui qui est membre de la transition actuellement ne peut pas être candidat. Pour être candidat, il faut avoir quitté la transition. Donc si Assimi veut être candidat, il quitte la transition dans les délais. Si Chogal veut être candidat, il quitte la transition dans les délais. Si Diao veut être candidat, il quitte la transition dans les délais. La loi malienne l'autorise à déposer son dossier. Point barre. Que ça vous plaise ou pas, la loi a déjà dit. Donc moi je ne les comprends pas. Ils sont là, ils s'asseyent. Ah non, et c'est Alassane qui dit ça. Ah non, 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 non. On va lever les sanctions, mais là, il n'y a pas de négociation. Hein? Et ils n'ont pas le droit d'être candidats. Est-ce que vous avez écrit le nom de ceux qui ne doivent pas être candidats dans votre décision? Vous avez dit, les membres de la transition ne doivent pas être candidats. Mais si je suis membre de la transition et que je démissionne, est-ce que je suis encore membre de la transition? Non. Donc, je peux être candidat. Écrivez ça aussi. Écrivez. Ah, vraiment. Ils nous prennent pour des ânes, quoi. De Gaulle, le général de Gaulle, qui a organisé, grâce aux troupes d'Afrique, la libération de la France. Il s'est autoproclamé chef de l'État français. De 1940 à 1944-45, quand il est parvenu au pouvoir, il s'est retiré. Il est revenu après. Il a duré combien de temps? Quand il est revenu à la fin des années 50, il a duré combien de temps?
jusqu'en 1969. Rien que De Gaulle, quand vous comptez sa période d'influence, ça part de 1940 à 1970, pratiquement, à la période de sa mort. Ça fait pendant 30 ans, il a dominé la vie politique française. C'est pas lui le fondateur de la 5e République? Il n'était pas général d'armée? Lui, sa transition a duré combien de temps d'abord? Il n'a pas été président de la République? Donc, comme les maîtres de la CEDEAO, là, ce sont les hommes politiques français. Ils sont bien placés, les hommes politiques français, pour connaître des militaires qui ont utilement assumé non seulement la transition politique dans leur pays, mais qui ont exercé les plus hautes fonctions de l'État. Donc, la loi malienne que j'ai lue est limpide là-dessus. Voilà des gens qui nous posent un problème qui n'existe plus à notre niveau au Mali. Nous, on n'est plus dedans. C'est résolu. Si tu es membre de la transition, tu sais que tu as un délai de 4 mois avant les élections, au plus tard, pour démissionner. Si tu as démissionné, tu peux être candidat. Parce que, en fait, un militaire, là, est-ce qu'un militaire est un infirme génétique? Est-ce que, par définition, un militaire n'a pas le droit d'être président? Bon, dans ce cas-là, on va regarder l'histoire de l'humanité, le nombre de militaires qui ont été présidents. On va se demander, ils avaient quel code génétique? Ils avaient quelle paire de chromosomes que Assimi Goïta n'a pas s'il veut être président? Si c'est Choguel Kokala Maïga qui veut être candidat, mais il suffit qu'il démissionne et il pose sa candidature et les Maliens vont choisir. Vous voulez quoi? Soit c'est le peuple malien qui choisit, et à ce moment-là, eh bien, on applique la loi pour tous. Soit c'est vous à la CEDEAO qui devez déterminer le président du Mali. Et à ce moment-là, la crise continue. Donc, je voulais déjà attirer votre attention sur le fait que leurs conditions ne vaut rien. Vraiment, la CEDEAO est dirigée par des vauriens. Et leurs conditions qu'ils ont posées ne vaut rien. Parce que Assimi Goïta et ses compagnons ont déjà répondu. Eux-mêmes, ils sont d'accord. Je vous demande d'écrire que au Mali, un membre de la transition ne peut pas être candidat. Mais ce n'est pas le cas d'un ex-membre. Parce que quand tu n'es plus membre de la transition, là, tu peux être candidat. Et la loi permet à des membres de la transition de quitter la transition. C'est pas fini. À Bana, Peu. C'est tout. Qu'est-ce qui vous dérange? Les gens de la CEDEAO veulent trouver une astuce pour que, à l'issue de la transition, le pouvoir politique retombe au Mali entre les mains des serviteurs de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Je recommence. Les gens de la CEDEAO, là, le conglomérat de grands voyous d'État que vous avez vu là, ils n'ont qu'un seul objectif dans tout ce qu'ils racontent. Ils veulent se débrouiller pour mélanger la situation politique malienne de telle façon que, à l'issue de la transition, le pouvoir revienne entre les mains d'un vassal de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental. Point. Il n'y a pas autre chose dedans. Or, les peuples africains, le peuple souverain du Mali, les dirigeants du Mali actuel, eux aussi, ils travaillent pour que le Mali soit dans les mains des vrais serviteurs du peuple, des vrais serviteurs de l'Afrique à l'issue de la transition. Ça aussi, écrivez ça. En 2024, on va voir si la réaction va l'emporter sur la révolution. En philosophie politique, ceux qui veulent revenir à l'ordre ancien injuste, on les appelle les réactionnaires. Alors que ceux qui veulent effectivement consolider la transformation positive de la société, on les appelle les révolutionnaires. Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga et leurs compagnons sont des révolutionnaires du Malikoura. Et il est hors de question, du point de vue des révolutionnaires du Malikoura, du point de vue de l'écrasante majorité du peuple malien, et du point de vue de l'écrasante majorité, en fait, des peuples africains et des Africains des diasporas, il est hors de question que le Malikoura tombe entre les mains des réactionnaires. Nous avons totalement conscience du fait qu'il faut travailler à obtenir le soutien encore plus massif, encore plus total du peuple malien pour l'aile révolutionnaire du Malikoura national. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, mes chers amis, j'en viens à la dernière partie de mon intervention sur cette affaire. Alors, pourquoi je dis que nous avons affaire à une victoire d'étape, pas une victoire totale? Et pourquoi j'appelle le peuple malien à la lucidité? Je vous donne 3 ou 4 raisons. Et je vous prie de bien vouloir vraiment noter ces raisons, pour ne pas oublier. Parce que la perte de lucidité est fatale
dans la vie en général et en politique en particulier. Première raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir ne pas considérer la levée des sanctions comme étant une victoire finale, mais une victoire d'étape. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas levé les sanctions de gaieté de cœur. Ils ne l'ont pas fait de leur propre chef. La levée de ces sanctions s'est faite à contre-cœur. Qu'est-ce qui les a poussés à lever les sanctions? 1. L'échec des sanctions à faire tomber le gouvernement de transition. Ça, c'est la première raison. Qui fait que vraiment, comme ils n'ont pas réussi, ils se sont dit, bon, on va repartir dans une coopération avec eux. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas de gaieté de cœur? C'est que même quand leur propre justice les a condamnés, ils n'ont pas respecté la condamnation de la justice. N'est-ce pas? Vous êtes tous témoins que quand la justice, la cour de l'UEMOA leur a dit, rendez au Mali son argent, levez l'embargo, arrêtez vos conneries, ils ont continué. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient renverser le gouvernement. N'est-ce pas? Ils n'ont pas fait ça de gaieté de cœur. Je vous donne une troisième raison pour laquelle ils n'ont pas fait ça de gaieté de cœur. Voici des gens qui mettent l'embargo contre le Mali, mais ils ne sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. 1, ils n'ont pas du blé. Ils veulent que le Mali aille chercher le blé en Russie pour leur donner. 2, ils n'ont même pas la viande. Et c'est le Mali qui est leur cheptel. C'est le Mali qui les nourrit. Ils avaient oublié ça. Un proverbe Bassa dit, Bassa, ma langue maternelle du Cameroun, dit, Ngera wowong ye nyomur, unyeye bangne. Ingera wowong ye kere nyon umur, unyeye bangne. Quand ta main est dans la bouche de quelqu'un, ne le gronde pas. Quand tu as ta main là, dans la bouche de quelqu'un, hein, parle-lui doucement. Pourquoi? Mes chers amis, vous êtes assez outillés en analyse proverbiale et proverbe biologique pour savoir ce qui se passe quand tu as ta main dans la bouche de quelqu'un et puis tu le grondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il te mord. C'est tout. Voici des gens qui ont leur main dans la bouche du Mali. Et ils grondent le Mali. Voilà la Tabaski qui approche. Ils n'ont pas assez de viande pour leur population. Voilà la crise russo-ukrainienne qui éclate. Ils n'ont pas assez de grains. Ils n'ont même pas assez d'engrais pour leur agriculture. Le Mali, lui, il a assez de grains. Le Mali a reçu des engrais phosphorés en masse. Des milliers de tonnes. Et le Mali est lui-même, à la base, le premier cheptel ouest-africain. Et le Mali qui est assis là, et qu'ils ont mis sous embargo, les a battus dans la compétition de la production du coton. Oui! Et dans des tas d'autres domaines, le Mali les a encore battus. Le grand Mali, costaud et solide, a réussi à vaincre tous les États de la sous-région dans des domaines de production où eux, ils auraient pu prospérer grâce à l'embargo. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'ils lèvent les sanctions? Parce qu'en fait, les sanctions les sanctionnent. Est-ce que vous avez évalué les centaines de milliards perdus par le Sénégal à cause des marchandises maliennes qui ne passaient plus par ces ports? Est-ce que vous avez évalué les centaines de milliards perdus par la Côte d'Ivoire à cause des centaines de tonnes, des centaines de milliers de tonnes de marchandises qui ne passaient plus depuis le mois de janvier par le port d'Abidjan ou par le port de San Pedro? Est-ce que vous savez que le Togo même a perdu de l'argent dans cette affaire de sanctions contre le Mali? Allez étudier les pertes des compagnies aériennes. Air Sénégal, Air Côte d'Ivoire. Justement à cause de la fermeture, eh bien, de l'escale de Bamako. Pendant que on les a envoyés mettre l'embargo aérien contre le Mali, Air France a négocié, eh bien, le rétablissement de sa ligne. Jusque-là, ça ne les a même pas éveillés. Tellement ils sont tarés et engoncés dans leur miasme cérébelleux. Engoncés dans leur miasme cérébelleux. Air France les a contournés, a maintenu sa ligne. Pendant que eux, non, n'allez pas là-bas, hein. Personne ne va à Bamako, hein, j'y tiens. Les États de la CEDEAO ont perdu des sommes faramineuses, en punissant le Mali. Ils se sont fait mordre très fort. Donc voilà les preuves de la première raison. Ne croyez pas qu'ils ont levé l'embargo par amour pour le Mali. Ils ont levé l'embargo parce qu'eux-mêmes n'en pouvaient plus.
Deuxième chose qu'il faut observer à propos de cet embargo. Maliennes, Maliens, écoutez-moi bien. Vous êtes déjà plus de 5000 personnes au total. Africaines, Africains, amis européens, amis américains. Des luttes africaines pour la liberté, écoutez-moi bien. L'embargo qui vient d'être levé est en réalité levé dans le cadre d'un contexte d'hostilité redoublée contre le Mali. Je recommence. L'embargo qui vient d'être levé est levé dans un contexte d'hostilité redoublée contre le Mali. Vous avez observé que les attaques de la Katiba Massina se font contre le Mali à partir des frontières nigériennes, à partir des frontières burkinabées et ivoiriennes. C'est clair pour vous? Ok. Le fait que l'embargo est levé va faciliter l'infiltration des commandos pour continuer à attaquer le Mali. Parce que la fermeture de la frontière, la fermeture officielle de la frontière, compliquait et exigeait des contournements de dispositifs pour les criminels au service du terrorisme et de l'impérialisme occidental. Maintenant qu'il lève l'embargo, sachez que l'embargo est levé pour faciliter la pénétration du territoire malien par leurs forces. Puisqu'il n'y aura plus un contrôle strict aux frontières, ils espèrent profiter de cela pour infiltrer davantage de commandos. D'où je vous ai dit, méfiez-vous. La lutte continue. Et même la lutte va se compliquer. Ça va se compliquer, je vous préviens. La levée de l'embargo sera pour eux une aubaine. Lors d'une de mes conférences précédentes, je vous ai fait remarquer que les faux Dozo et les faux djihadistes Peul qui opèrent dans le centre du Mali, on a observé qu'ils se promènent dans des véhicules immatriculés en Côte d'Ivoire. Notamment les faux Dozo. On a observé qu'ils circulent dans des véhicules immatriculés en Côte d'Ivoire. Ce qui vous permet de savoir que le territoire malien est infiltré par des hommes en armes, commandés depuis la Côte d'Ivoire, et qui sont chargés d'agresser les communautés Peul pour exciter les guerres interethniques entre la communauté Peul, la communauté Dogon et la communauté Bambara, dans le centre du Mali. J'ai donné une conférence la dernière fois pour vous expliquer ça. Maintenant que l'embargo est levé, ils vont utiliser cette levée d'embargo comme une bonne occasion pour, en faisant entrer ou sortir des marchandises, réarmer et infiltrer des commandos pour aggraver la situation sécuritaire du Mali. D'où, paradoxalement, j'appelle les autorités maliennes à redoubler de vigilance aux frontières à cause de la levée de l'embargo. Car l'embargo avait un côté positif, c'est que le Mali était en état d'alerte. Le Mali surveillait ses frontières en sachant que l'ennemi est braqué contre lui. Maintenant que l'ennemi donne l'impression d'assouplir la situation aux frontières, eh bien c'est même là qu'ils vont entrer. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est, je reviens sur le dossier qui a défrayé la chronique pendant cette semaine, à savoir les déclarations du ministre espagnol des Affaires étrangères, qui, sur une radio espagnole, a dit que si la sécurité de l'Europe et donc de l'Espagne était en jeu, à cause des changements géopolitiques en cours au Mali, et notamment de la présence russe, il faudrait que l'OTAN envisage d'intervenir. Depuis que cette déclaration a été critiquée officiellement par le gouvernement malien, le ministère espagnol des Affaires étrangères et l'ambassade d'Espagne au Mali se sont rétractés et ont prétendu que de tels propos n'avaient pas été tenus à l'intérieur de la réunion de l'OTAN et même pas à l'extérieur.